Peu de phases ne sont, dans l'histoire arabo-islamique, aussi lourdes en conséquences que la transmission du pouvoir politique. En effet, les plus grands schismes politico-religieux, ayant déchiré la communauté musulmane, trouvent généralement leurs racines dans les problèmes que ces périodes ont engendrés. Cela explique pourquoi tous les courants et États islamiques s'ingénièrent rapidement à trouver la meilleure formule, afin d'épargner à leurs sectateurs et leur population des conflits déstabilisateurs de succession. Les uns en convoquant une chétive tradition musulmane sur les questions de succession politique, les autres en dégageant des traditions locales anté-islamiques ou étrangères, des règles permettant d'encadrer la dévolution du pouvoir. Toutefois, le caractère patrimonial de la plupart des États musulmans limita la portée des solutions proposées, et la surabondance d'héritiers acheva de rendre ces périodes toujours plus volatiles. Ce flottement est cruellement magnifié dans la succession chez la dynastie ottomane, qui procédait, en l'absence soigneusement entretenue de règles en la matière, de l'élimination physique de tous les concurrents, au sein de la famille impériale. Les régimes monarchiques arabes, concurrents ou héritiers de l'Empire ottoman, furent aussi troublés par les querelles successoraux, et accordèrent une importance toujours croissante à réduire les difficultés dans cette matière, en fixant progressivement et plus ou moins formellement des voies successorales. L'évolution de la succession politique au sein de la dynastie saoudienne offre une occasion remarquable d'observer et d'apprécier ce phénomène. Depuis leur avènement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les Al-Saoud ont progressivement dompté les problèmes relatifs à la dévolution du pouvoir, sans parvenir toutefois à définitivement l'épuiser, laissant en suspens de nombreuses questions. Ainsi le premier État saoudien, qui émergea de l'oasis de Diriyah en 1744, respectait une succession de type linéal agnatique. Autrement dit, la couronne se transmettait chez les descendants du fondateur, Mohammed bin Saoud al-Mukrin, de mal en mal, par ordre de primogéniture. Le fils le plus âgé du souverain héritait du trône. Montesquieu supputait, dans son commentaire sur l'esprit des lois, que cette modalité successorale favorise la stabilité, ce qui fut effectivement le cas dans le premier régime saoudien, jusqu'à son renversement brutal par les Ottomans en 1818. 5 ans plus tard, Turki bin Abdallah restaura l'autorité de la maison des Saoudonedj sur des fondements puisés dans les traditions politiques du centre de l'Arabie, avec la consécration du mode de succession imparfaitement adelphique. Pouvait alors succéder non seulement le frère, mais aussi le neveu ou le cousin, le plus puissant du monarque décédé ou déposé, ce qui augmentait mécaniquement le nombre de prétendants au trône. Dans ces conditions, la transmission du pouvoir correspondait fatalement à des périodes de troubles et de crise, précédées par des conflits lancinants entre les branches les plus puissantes de la famille royale, et au sein même de la branche dominante, surtout lorsque le dit pouvoir passait d'une génération à une autre. Cela remit en cause à plusieurs reprises la durabilité et la souveraineté du second régime saoudien. En effet, l'émir Turki bin Abdallah a été assassiné en 1834 par un membre de sa famille, dont le règne ne dépassa pas 40 jours, avant d'être déposé et tué par le fils de sa victime, le prince Faisal. Ce dernier lutta ensuite contre ses cousins, dont Khalid bin Saoud, qui finit par le renverser avec l'aide des Ottomans, et le contraignit à l'exil. Khalid bin Saoud fut à son tour déposé par Abdallah bin Tunayyan, avant que le prince exilé Faisal ne reprenne le pouvoir. À la mort de celui-ci, ses fils Abdallah et Saoud se disputèrent le trône, et le second l'emporta sur le premier. Après la mort du vainqueur, Abdallah récupéra le pouvoir après une période durant laquelle régna leur frère Abdelrahman. Mais des années de dissensions fratricides eurent raison du second État saoudien, qui s'effondrera en 1888, suite à la prise de Riyad par les Rachidis, et la capture des deux frères. Abdallah réussit toutefois à s'échapper, et après une tentative ratée de reprendre le pouvoir, partit avec sa famille en exil au Qatar puis au Koweït. Son fils, Abdulaziz, restaura le pouvoir saoudien en regagnant Riyad en 1902. Après avoir fondé le troisième État saoudien, le roi Abdulaziz élimina toutes les autres branches de la maison Al-Saoud, en veillant à ce que la transmission du pouvoir saoudien ne se fasse que dans sa seule lignée. Mais, en dépit des recommandations des notables du Hedjaz, il ne laissa pas de loi fondamentale et de loi de succession. Bien qu'il ait annoncé que son fils le plus âgé, Saoud, lui succéderait après sa mort, le roi Abdulaziz intéressa au pouvoir les autres membres de sa famille, en particulier ses autres fils, en les affectant à différents secteurs importants d'activité, ce qui a conduit au morcellement du pouvoir. Cette absence de règles de succession claires fixées par un texte, et la multiplication des centres de pouvoir, expliquent les cris politiques, qui allaient suivre après la disparition du fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. En raison de sa gestion très critiquée des affaires de l'État, le roi Saoud, qui ne tarda pas à vouloir concentrer le pouvoir au sein de sa lignée, fut remis en cause par les membres les plus influents de la famille royale soutenue par le clergé saoudien. Il sera dépouillé de ses prérogatives en 1962, avant d'être déposé en 1964, au profit de son demi-frère Faisal, après une fatwa des oulémas légitimant sa destitution.
Le règne de Faisal est caractérisé par la consolidation et le foisonnement de centres de pouvoir, ce qui aboutira à la constitution de fiefs par des princes toujours plus influents et riches, qui veulent monter sur le trône, ou jouir de solides ressources. Cette parcellisation de l'État a encouragé l'émergence de factions au sein de la famille royale, c'est-à-dire de groupements de princes, de branches différentes, contrôlant différents secteurs de l'État, et se constituant autour d'une fratrie de princes. Le roi Faisal, ne pouvant monopoliser le pouvoir, s'est appuyé pour diriger le royaume, avec la plus grande marge de manœuvre possible, sur une des factions les plus importantes. Celle des Sudeyri, regroupée autour de 7 frères germains, fils de roi Abdulaziz, et d'Ussa bint Ahmed al-Sudeyri, ayant contrôlé les secteurs clés de la monarchie saoudienne, les princes Fahd, Sultan, Salman, Neif, Abd al-Rahman, Ahmad, et Turki. L'influence de ce clan ne cessera de grandir après l'ascension de son chef, le prince Fahd, au rang de prince héritier, puis de roi. Si la dévolution politique en Arabie Saoudite, depuis la mort du roi fondateur, embrassa longtemps la règle adelphique, et si, à quelques exceptions près, l'âge fut respecté lors de la transmission du pouvoir, une combinaison de facteurs endogènes et exogènes allait faire passer la succession d'un environnement informel à un environnement institutionnel. En effet, on aurait pu penser que les Sudeyri allaient progressivement concentrer tout le pouvoir après l'intronisation de son chef, le roi Fahd, mais la seconde guerre du Golfe obligea ce dernier, face à l'émergence d'un mouvement de contestation politico-religieux, à adopter en 1992, une loi fondamentale qui diluait théoriquement l'influence de son clan. L'alinéa AB de son article 5 dispose que le pouvoir se transmet au fils du fondateur, Abdelaziz bin Abd al-Rahman al-Saoud, et ses descendants. Le plus capable d'entre eux est reconnu comme roi, pour gouverner conformément au Saint-Coran et à la tradition du prophète. Si la seconde phrase de cet alinéa pose un critère raisonnable qui, de prime abord, semble résoudre définitivement la question de la succession, en prévoyant que le meilleur des prétendants au trône succède au roi décédé, la première fois complique la situation, en élargissant leur nombre pour inclure, dans la catégorie des prétendants, en plus des fils de Abdulaziz, les petits-fils et autres descendants de ce dernier. Ces nouvelles lois constitutionnelles ne firent dans la pratique que raviver la compétition et les rivalités au sein de la famille royale, et les rois tentèrent de les gérer, avec plus ou moins de succès. Après être revenus dans le jeu, les factions trouvèrent cependant un modus vivendi, et soutinrent le prince héritier Abdallah, pour faire obstacle au monopole politique des Sudeyri, et sauvegarder l'éclatement des centres de domination. Mais ce modus vivendi ne survit pas au couronnement de Abdallah, et la lutte entre les factions reprit de sa vigueur. Certains analystes virent une de ces manifestations dans la suppression du rôle de vice-prince héritier qui, selon une tradition observée depuis 67, était le second dans l'ordre de succession. Fahd, Abdallah, Sultan ayant successivement bénéficié de ce titre. Le roi Abdallah aurait mis fin à ce statut, car les perspectives d'une nomination des Sudeyri Neif et Salman, candidats les plus en vue à l'époque, ne lui plaisaient guère. D'autres commentateurs sont allés plus loin et ont estimé, qu'enhardis par le succès de cette initiative, qu'ils interprètent comme une manœuvre visant à saper l'hégémonie croissante des Sudeyri, le roi Abdallah créa, par un ordre royal du 19 octobre 2006, le comité d'allégeance dans le but de compliquer l'ascension d'autres membres de la puissante faction. En les plaçant mathématiquement en minorité dans cette institution, chargée d'élire le prince héritier par un vote secret, l'influence des Sudeyri devait, selon cette logique, sérieusement se dégrader. Pour ma part, je n'adhère pas à cette opinion. Si nous ne devons pas être naïfs sur l'existence de rivalités au sein de la maison des Saouds, il ne fait aucun doute que l'Arabie Saoudite avait besoin d'institutionnaliser ce qui procédait jusqu'ici d'un consensus informel pour donner au royaume les meilleures chances lors de ses transitions politiques. D'ailleurs, à une exception près depuis son instauration, ce comité d'allégeance, composé aujourd'hui de 34 membres, qu'un fils et 19 petits-fils du roi Abdulaziz, a toujours élu un Sudeyri. Le prince Neif en 2011, le prince Salman en 2012, qui deviendra roi en 2015. Le prince Mohammed bin Nayef en 2015. Et enfin, en juin 2017, le fils de Salman, le prince Mohammed, surnommé MBS, fut élu à 31 voix contre 34. Selon le statut de ce comité fixé par une loi, dans les 10 jours qui suivent son intronisation, le roi propose 1, 2 ou 3 candidats conformément à une tradition politique établie par les califes umayyads. Les membres du comité ont 10 jours pour se décider, et le candidat qui recueille la majorité absolue des voix devient le prince héritier. À la mort du roi, ce dernier reçoit automatiquement le serment d'allégeance du comité, et ensuite celui des représentants et des élites saoudiens. L'élévation en 2017 de MBS au rang de prince héritier confirme les perspectives d'une transition générationnelle. Pour la seconde fois après Mohammed bin Nayef, un petit-fils de roi Abdelaziz est l'héritier présomptif du trône. Cette rupture dans la succession, jusqu'ici adelphique du pouvoir dans le troisième État saoudien, est un développement logique, car la génération des fils de Abdelaziz s'est naturellement rétrécie, passant de 34 à un peu plus d'une dizaine d'individus, qui sont tous au crépuscule de leur vie.
L'âge toujours avancé des souverains de cette génération affectait toujours davantage la gestion, la direction et les performances du troisième État saoudien. À cela, il faut ajouter les sempiternelles rivalités, coûteux politiquement, par le fossé qu'elle creusait entre la famille royale et le reste de la population saoudienne, et économiquement, par la mobilisation peu productive des ressources du royaume dans cette compétition. Il devenait urgent de passer à la génération suivante, celle des petits-fils de Abdulaziz, et de discipliner la famille royale. C'est ce que fera le roi Salman en choisissant celui qu'il estime être le plus capable à diriger le royaume après sa mort, et même avant dans une certaine mesure, en lui déléguant une partie importante de la gestion des affaires de l'État. Il a rétabli l'ordre dans la maison des Saouds en disciplinant tous ses membres. Sauf s'il meurt avant son père, le prince Mohammed bin Salman deviendra le roi de l'Arabie Saoudite. Il proposera alors un ou plusieurs candidats à la fonction de prince héritier, et c'est à partir de ce moment qu'on pourra savoir si le mode adelphique de succession n'était qu'exceptionnellement écarté, et, le cas échéant, quel type de succession le remplacerait. Étant donné que Mohammed bin Salman attache par-dessus toute une importance à la durabilité de l'État saoudien, ses choix, uniquement guidés par l'intérêt général du royaume et des Saoudiens, élèveront les meilleurs membres de sa génération ou de la génération suivante, indépendamment de liens de parenté qu'il partage avec eux. Il le fait déjà en s'entourant des plus brillants et importants éléments des différentes branches de la famille royale, qui l'assistent en qualité de ministre, dans la gestion de l'État. Je vous invite à consulter la biographie des différents ministres, conseillers et hauts responsables du gouvernement Salman. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. L'abonnement, la mention j'aime, que vous pouvez garder privée, et les commentaires, améliorent la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à laisser vos impressions.